commencer par l'épreuve de contrôle de gestion, qui est une épreuve qui fait peur à beaucoup de candidats, partie des épreuves dont les étudiants ne visent que le 6, le 7, le 8, ce qui est une maladresse, on reviendra par la suite après. Bonsoir Camélia. Euh, c'est une épreuve voilà, qui dure 4 heures. Dans ces 4 heures, vous avez 4 sujets, 4 missions différentes, toutes indépendantes les unes des autres. Le sujet est prévu avec 20 minutes de lecture, 15 à 20 minutes de lecture et 10 minutes de relecture. Ce qui fait que vous devez prendre ce temps. Quand vous avez lu correctement le dossier, vous devez savoir le thème auquel vous sentez le meilleur, celui que vous sentez un peu moins bien, etc. Si vous les maîtrisez tous, tant mieux. Si vous ne les maîtrisez pas tous, évidemment, il faut commencer par celui dont vous estimez le mieux maîtriser. En contrôle de gestion, chaque point doit être consacré en 6 minutes. Donc vous avez euh, 20 points. J'ai 6 minutes. Non, non, je dis n'importe quoi. Chaque point, vous devez passer 9 minutes dessus, 9 à 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que 9 minutes, ça fait 190, ça fait 200. Voilà le temps que vous devez consacrer par question. Donc, une fois que vous avez ce temps, vous avez un thème, les thèmes vont entre 4 et 5 points, 5 et demi maximum. Vous mettez le temps en face de chaque mission. Une fois que vous avez marqué le temps nécessaire en face de chaque mission, vous devez dire, vous marquez à quelle heure vous commencez cette mission et vous marquez à quelle heure vous devez censé terminer avec le temps que vous avez prévu. Moi, je parle des candidats qui traitent les 4 dossiers. Pour ceux qui en traitent 3, évidemment, vous rajoutez un peu plus de temps sur chaque mission. Ceux qui en fait 2, évidemment, un peu plus. Je ne vais pas dire celui qui en fait un, vous avez tout le temps pour le faire. Concernant le contrôle de gestion, je vous conseille vivement de prendre des copies séparées. Chaque copie, chaque dossier dans une copie. Et je vous conseille d'aller jusqu'au bout de ce que vous savez sur chaque mission avant de passer à autre chose. Il est très compliqué de passer à une mission, de changer de mission, de revenir, de repartir, de revenir. On perd le fil conducteur. Vous avez beau peut-être être très bon, ne faites ça que si vous avez terminé une mission, vous revenez éventuellement. Et si jamais vous avez un éclair de génie, mettez ça sur un brouillon. Terminez ce que vous faites et vous revenez par la suite. Arrêtez de basculer d'un thème à un autre. Alors nous, on n'aime pas trop ceux qui basculent d'un thème à un autre. On le voit, notamment quand c'est marqué mission 1 ou dossier 1, question 1, 2, 3, 4, dossier 2, question 1, 2, hop, dossier 1, question 6. Ça, on a vu que vous avez passé de l'un à l'autre et on a l'impression que ça ira pas jusqu'au bout. On peut se tromper, mais c'est l'impression que ça donne. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez pas qu'on le voit, ben, prenez des feuilles doubles, une feuille double par dossier. Comme ça, on ne verra pas que vous êtes passé éventuellement d'un dossier à un autre. N'oubliez pas surtout de numéroter vos pages, 1 sur 12, 1 sur 16, 2 sur 16, etc. Apportez le plus de soin à votre copie, évidemment, c'est très important. Stylo noir, évidemment, encore une autre fois. Maintenant, quels sont mes pronostics pour le contrôle de gestion? Pour le contrôle de gestion, bah, on ne va pas faire dans l'originalité pour commencer. Je vois un seuil de rentabilité avec son risque d'exploitation et on vous demandera de faire un commentaire. En contrôle de gestion, quand on vous demande de faire un commentaire sur 20 lignes, il faut faire 20 lignes. Donc, sur le commentaire, on note le fond, ce que vous mettez et la forme. C'est-à-dire que il faut, en contre-gestion, quand vous mettez des valeurs de commentaires, 2000 euros, 2000 euros, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On veut des valeurs relatives. On veut aussi que vous fassiez apparaître des pourcentages. Premier élément. Même si vous avez tout faux dans tous les calculs que vous avez faits, même si vous pensez avoir tout faux, le commentaire, vous aurez des points. Parce que le commentaire, on note le commentaire que vous apportez sur vos résultats. D'accord? Vous pouvez avoir tout faux, vous pouvez commenter. Donc, il y a beaucoup de candidats qui disent, ah, c'est bon, j'ai faux, j'arrête là. Bah, c'est dommage, vous avez faux, vous n'aurez pas tous les points. Mais continuez à commenter. Faites le commentaire, prenez les points du commentaire. Il faut savoir être stratège. Le commentaire, c'est à peu près 7 à 9 points en contrôle de gestion. Prenez 6 points, 7 points.
6 points, ça évite l'élimination. Par point. Par point, Nadine. Par point. Donc, je vous répète, euh, commentez. Prenez les points du commentaire. Donc ça, c'est mon premier pronostic. Enfin, je vois quelque chose concernant le seuil de rentabilité. Je vois également Wilson. Je vois Wilson, oui. La gestion des stocks. Je vois la gestion des stocks. Alors, je vois la gestion, et après je reviendrai sur le seuil de rentabilité. Je vois la gestion des stocks, évidemment sans pénurie. On va vous demander à quel moment on peut utiliser la gestion des stocks, quelles sont les conditions pour. Ça, c'est du cours. Vous ne pouvez pas aller sans connaître cette notion de cours. Non, les commentaires valent moins que les calculs. Les calculs, c'est 12 points. 12 allez, on va être plus précis. De 13 à 11, de 11 à 14 points. Et les commentaires, c'est le reste. Oui, on peut avoir des points sur le commentaire, même si c'est tout faux. Même si c'est tout faux, on peut avoir des commentaires dans les points. Pour vous dire un exemple, j'ai un candidat qui a progressé, mais qui était vraiment très mauvais en contrôle de gestion et qui a, comme je lui dis, voilà, on n'a pas tous des atomes crochus avec toutes les matières. Je lui dis, prends les points. Alors, je dirais, comme dirait un candidat en compta approfondi tout à l'heure, gratte les points. Moi, je dis, prends les points en commentaire, apprends tous les commentaires types, comme on a pu voir dans les cours qu'on a fait ensemble, apprends tous les commentaires types, va jusqu'aux commentaires de chaque sujet, et c'est d'avoir bon, évidemment. Si tu as faux, commente. Et je te garantis, tu auras 7. Il a eu 9. Tant mieux, c'est encore mieux que je lui avais prédit. Ouais, mais il a appris tous les commentaires. Il a appris comment il fallait faire un commentaire. Donc, en contre-gestion, il y a deux types de candidats. Après, je continuerai sur mes pronostics. Et là, je réponds à la question. Il y a le candidat qui, euh, qui est un bon contre-gestion, qui est un cartésien, et qui arrivera à faire les thèmes calculatoires parce qu'il aime ça. Et après, le candidat qui est moins cartésien, qui est plus un peu rédactionnel, littéraire. Donc lui, il doit absolument prendre tous les points sur le commentaire. Il doit apprendre tous les mots-clés qu'on a vus ensemble sur les commentaires. Il ne peut pas perdre quasiment aucun point sur le commentaire. Il n'aura pas la moyenne, ou difficilement s'il met quelques éléments bons, mais au moins il aura les points des commentaires, il aura un 7. Aujourd'hui, beaucoup de candidats n'ont pas 7 en comptabilité, en contrôle de gestion, parce qu'ils ne font pas l'effort d'aller chercher les points des commentaires. De toute façon, entre guillemets, hein, je suis nul en contrôle de gestion, j'ai toujours été nul, j'ai jamais rien compris. Pourquoi je vais réussir au moment final? C'est une bêtise, hein. Je vous rappelle que vous êtes seul face à votre copie. Je dis ça tout à l'heure, je le répète. En contrôle de gestion, c'est pire que dans toutes les matières. Le nombre de candidats qui, au bout d'une heure, ont la tête levée et sont dans l'incapacité de répondre à la moindre question représente plus de 30% des candidats dans une salle. Si vous levez la tête et vous voyez toutes les têtes levées, vous avez perdu. C'est comme un Fort Boyard, vous êtes éliminé. Ne vous occupez que de vous. Ce que font les autres, c'est pas votre problème. Je vous dis encore mieux. Moi, le contrôle de gestion, je pense que vous devez savoir, c'était une de mes matières de prédilection quand j'étais étudiant, avec la comptabilité, la fiscalité, la finance. Il y a quelques matières où j'étais très, très, très bon. Et ouais, j'étais pas mauvais, je dirais. Ouais, je pense que enfin, j'ai eu la moyenne dans toutes les matières, donc, mais j'ai pas eu du 17, 18 partout. Euh, Moi, quand je suis arrivé dans les matières où j'étais faible, où j'étais que moyen, donc je voyais, donc j'essayais de faire un maximum. Moi, j'étais content quand je voyais des candidats lever la tête. Je disais, c'est beau, ça élimine un candidat. Plus j'ai des candidats qui lèvent la tête, qui sont incapables de faire quelque chose, plus ça me stimulait dans les matières où j'étais faible. Je disais, c'est bon, je suis à côté de lui, il n'a rien noté. Allez, moi, je vais essayer de prendre encore un point de plus, un demi-point de plus. Parce que moi, je passe devant lui, après lui, dans la correction, et lui, il n'a rien fait. Les copies sont dans l'ordre, on corrige dans l'ordre de passage. Les numérotations nous sont transmises par numérotation. Donc, je vous conseille vivement de vous battre.
Si ceux devant vous ne font rien, c'est tout bénéfique pour vous. On a tous une certaine latitude, une certaine possibilité de rajouter des points. D'accord? Ça ne fait pas plaisir de mettre des 1, des 2, des 3, des 4. Quand on a un candidat qui se bat un peu plus, qui est un peu mieux, on va lui mettre des points de plus. On dit, ah, c'est bon. Vu ce que je viens de voir et la médiocrité des copies, on donne des points. Donc, battez-vous sur tous les points. C'est faisable, ça me paraît impossible. Qu'est-ce qui vous paraît impossible? Le contrôle-gestion? Alors, Wilson, avec ou sans pénurie, déjà, on va répondre à cette question parce que je suis sur Wilson et il faut quand même que je continue là-dessus. Je vois Wilson sans pénurie. Sans la formule de la pénurie, je précise ce que je dis. Je vois Wilson sans la formule de la pénurie. Est-ce que la formule de pénurie, parce que j'ai lu beaucoup de choses, est dans le référentiel? La formule de la pénurie est dans le référentiel. Est-ce que la formule de la pénurie peut tomber? Peu probable. C'est trop long et trop piégeux, ils estiment. On n'est plus dans du vice comme ceci en contrôle de gestion. Par contre, la pénurie peut tomber sous une autre forme. Tout à l'heure, je vous ai dit que je reviendrai sur le seuil de rentabilité et je reviens maintenant. Il y aura pour moi une loi normale qui va tomber. La loi normale, peu probable que ça tombe sur un thème pur et simplement sur les probabilités suivies d'une loi normale, binomiale, loi normale, peu probable. Par contre, je le vois arriver soit sur le seuil de rentabilité, avec la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité, ou la probabilité d'atteindre un certain bénéfice, une certaine rentabilité, ou sinon la probabilité d'avoir une rupture de stock. Et donc là, dans la pénurie, on peut voir dans la probabilité d'être en pénurie. Moi, je vois bien plus la pénurie sous un calcul de probabilité. Je redis un élément sur la loi, sur Wilson. Je tiens à préciser ceci, parce que certains n'ont pas vu mes lives. Dans la réforme de 2018, il a été dit, et c'est écrit dans le référentiel, on ne peut plus admettre la réponse Q égale racine carrée 2 ou N égale racine carrée 2 pour le nombre de commandes optimales ou la quantité optimale. On ne peut plus admettre ce type de cette réponse-là. C'est-à-dire que si la question vaut 2 points sur 100, on vous mettra 0,25 pour avoir donné la bonne réponse, grand maximum. Maintenant, nous, on doit démontrer. C'est-à-dire que vous devez calculer l'achat, la possession et la passation. Et vous devez après passer par la dérivée. La seule et unique solution qui, euh, qui permet d'avoir tous les points lorsqu'on calcule Wilson, donc le nombre de commandes et la quantité optimale, c'est de passer par la dérivée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on est sur Wilson et on connaît déjà, on vous prédit, on vous impose un nombre de commandes. On vous dit soit n le nombre de commandes. On vous demande de savoir si on est dans l'optimal. La réponse qui doit être mise et le chemin que vous devez faire, vous devez calculer possession et passation et vérifier si les deux sont identiques. Évidemment qu'ils ne peuvent pas être identiques parce que s'ils sont identiques, le sujet s'arrête. Donc, évidemment, ils ne seront pas identiques. Donc là, c'est calculer possession et passation et vérifier l'identique. Parce que Wilson a dit, on est dans l'optimal lorsque possession égale passation. Et vous devez dire donc, on n'est pas dans l'optimal, et vous devez dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si la passation est supérieure à la possession, ça veut dire qu'on passe trop de commandes. Inversement, si la possession est supérieure à la passation, c'est-à-dire qu'on stocke trop, on ne passe pas assez de commandes, vous le formulez comme vous voulez. Mais le dire, c'est-à-dire que vous avez déjà interprété. Donc, c'est la personne qui fera le calcul de la passation et de la possession dira qu'on n'est pas dans l'optimal et dira un commentaire en disant que Wilson a démontré que, et comme il faut soit baisser l'un, soit baisser l'autre, vous aurez tous les points. La personne qui fait le calcul de l'égalité entre possession et passation et dit que ce n'est pas identique, donc on n'est pas dans l'optimal, ces personnes n'auront que la moitié des points. Donc, on peut avoir l'impression de se dire, ah, j'ai quasiment tout bon, je pense avoir bien répondu, j'étais pas loin. Oui, mais vous n'étiez pas loin de quelque chose, mais vous n'étiez pas dans la totalité de ce qu'on attendait. Faites très attention
à ce qu'on attend dans la formule, dans Wilson. Vous n'avez pas eu de cours pour Wilson. C'est très dommageable. Prenez sur Fishben, il y a des cours dessus. Je sais pas, j'ai pas le temps de vous faire un cours sur Wilson ici. Vous avez des cours sur Fishben sur Wilson, et je dirais même mieux. J'ai fait un sujet type parce que j'ai fait 4 sujets types. Je vous en ai pas parlé, mais je peux vous en parler. Auquel j'ai mis ce que je pensais qui pouvait tomber pour préparer au mieux les étudiants de Fishben à l'épreuve finale. Et dans un de ces sujets, il y a Wilson avec tout ce qu'il faut connaître pour être sur Wilson. Donc voilà, prenez les sujets, les 4 sujets. Il y a les corrigés, ils sont disponibles. Pour voir ça avec le directeur, c'est pas de mon ressort, j'ai pas cette compétence à ce niveau-là. Chacun à son niveau. Et normalement, vous aurez les éléments essentiels. Et regardez, même les fiches de cours de Fishben, ils permettent de comprendre Wilson. Et après, si vous avez encore un doute, je vous conseille de faire, je respire un peu, tous les sujets qui sont tombés sur Wilson. Alors, quand je parlais, je reviens sur les pronostics, quand je parlais de loi normale, je vois la loi normale soit sur le seuil de rentabilité, soit je le vois sur Wilson. Je vois peu ou pas du tout la loi normale toute seule. Alors, on l'a déjà eu en DCG, dans les remontées qui ont été faites, on nous a conseillé, mais je ne fais pas partie des gens qui font les sujets, on nous a conseillé d'éviter de mettre des sujets trop compliqués sur la, la méthode de Wilson, sur la loi normale. C'est-à-dire qu'on est plus censé voir des éléments comme la loi normale d'une quantité et en déduire la loi normale du chiffre d'affaires ou la loi normale du résultat. Donc voilà, normalement, on n'a plus toutes ces transformations ni l'addition de plusieurs lois normales, mais je vous conseille vivement quand même de regarder tout ce qui concerne les propriétés des espérances et la propriété des variances parce que l'écart type n'a pas de propriété. Voilà. Alors, dans le troisième thème, et vous avez anticipé ce que je voulais dire, dans le troisième thème, je vois les écarts. Pardon, je vois les coûts. Les écarts, je vois en quatrième thème, mais bon, on va commencer par ci. Je vois les coûts. Je vois soit un thème complet sur la méthode ABC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un thème complet sur la méthode ABC. Alors, je répète, quand on fait la méthode ABC, si vous ne faites pas toutes les étapes, vous perdrez des points. C'est-à-dire qu'il y a une étape qui est le regroupement des activités ayant le même inducteur. Vous pouvez avoir le calcul le coût des inducteurs bons. Si vous n'avez pas fait le regroupement, vous aurez peut-être le coût complet ou le coût de revient bon et le résultat analytique bon, mais vous perdrez des points parce que vous n'avez pas fait l'étape de regrouper toutes les activités ayant le même inducteur. Donc, une des étapes, c'est regrouper, je répète, les activités ayant les inducteurs communs. C'est un peu long, oui, ça prend un peu plus de temps que la normale pour certains, parce que surtout quand on a des sujets, s'il y a beaucoup d'activités et plein d'adducteurs, mais c'est une étape obligatoire qui rapporte des points. Est-ce que ça peut être centre analyse? J'y crois pas tout seul. Centre d'analyse et inducteur, le passage de l'un à l'autre et le commentaire, c'est possible. Ça, c'est le troisième thème que je vais donner en quatrième position. Et dernier thème que je vois, quatrième thème que je vois dans les thèmes les plus importants, sont les écarts. Je vois tomber cette année les écarts. Je sais que j'ai vu sur vos forums, vous avez tous été déçus. Est-ce que ça peut tomber? Est-ce que ça peut pas tomber les écarts? Je vois tomber les écarts. Quand je vois tomber les écarts, je vois les écarts en premier lieu, les écarts sur marge. Donc les écarts sur marge, je vois un écart sur, donc un écart sur marge, puis un écart sur, on décomposera, écart sur marge unitaire, écart sur quantité qui sera décomposé en écart sur composition, écart sur volume ou directement trois sous-écarts. Donc voilà, j'ai fait un sujet dans ce sens pour ça. Euh, Écart sur coût, éventuellement, en dernière position, un écart sur coût. Je ne vois pas l'intérêt de mettre un écart sur chiffre d'affaires, mais éventuellement un écart sur coût. Mais dans ce cas-là, on n'aura pas analysé tous les sous-écarts. Je vous rappelle que si on est sur des écarts et analyser les écarts, on vous demandera de faire un commentaire avant de passer à des sous-écarts.
Je vous rappelle qu'on doit commenter l'écart total en valeur, en pourcentage du coût total et donner les éléments les plus importants qui vont dans le même sens et leur donner leur importance relative, leur pourcentage par rapport à l'écart total. Et comme vous avez lu le sujet, on va vous faire développer certains sous-écarts. Si ces sous-écarts n'apparaissent pas, vous devez les citer en disant il serait bien de comparer ceci, ceci, ceci. Normalement, quand on a un commentaire intermédiaire, c'est-à-dire qu'on veut vous amener vers quelque chose et on veut savoir si vous avez lu le sujet intégral et vous savez sur quoi on veut vous amener. Donc, lisez bien le sujet. Quand on vous amène, on vous demande d'interpréter des sous-écarts par la suite, dans votre commentaire, il faudra le mentionner. Alors, les coûts partiels, le coût partiel, je l'évoque déjà dans dans le coût de temps, qu'on appelle, dans le seuil de rentabilité, c'est un coût partiel. Est-ce qu'on pourrait avoir un coût marginal? Ça fait partie c'est un prolongement de, c'est un prolongement du seuil de rentabilité, c'est possible. Ishikawa, ah, très bonne question. S'il y a Ishikawa, ça veut dire qu'il y a la qualité. Est-ce que la qualité peut tomber? Si la qualité tombe, souvent, il y a du management. Il peut avoir Ishikawa, il peut avoir la loi des 20-80, il peut avoir Pareto, je l'ai déjà dit, il peut avoir Porter, il peut avoir, euh, il peut avoir, comment ça s'appelle? Ça m'échappe, Pokeyoke, et aussi le calcul de la qualité et non-qualité. Par contre, s'il y a Ishikawa, je pense qu'on vous demandera de définir qualité et non-qualité. Je pense. Est-ce que l'échantillonnage peut tomber? L'échantillonnage peut tomber? Oui. Oui, ça peut tomber. En toute fin d'une question sur la loi normale. Oui, ça peut tomber. Est-ce que l'intervalle de confiance peut tomber? Oui, ça peut tomber. Est-ce qu'il y a une forte probabilité que ça tombe? Non, parce qu'il trouve ça complexe, mais ça peut tomber. Ça peut tomber même dans la qualité. Parce que l'échantillonnage et l'intervalle de confiance est une forme de qualité. Donc ça peut tomber dans la qualité, dans le cours sur la qualité non qualité, ou même dans Ishikawa, après. Donc dans ce qui est qualité, ça peut tomber. Il y a un exercice que j'ai fait dessus qui est très bien, qui est notamment le cas euh, d'un café, je ne plus le nom du café, mais c'est un sujet très, très, très bien. Tableau de bord. Tableau de bord, c'est à la mode. Évidemment, le tableau de bord peut tomber. Si le tableau de bord tombe, on vous demandera les facteurs clés de succès automatiquement et on vous demandera de mettre quelques indicateurs. Est-ce que le social peut tomber? Est-ce que la masse salariale peut tomber? La masse salariale, je veux simplement vous dire un élément. En DSCG, c'est tombé deux fois d'affilée. Tout le monde disait ça peut pas rien ne peut tomber deux fois d'affilée. La masse salariale, il ne faut pas tomber, etc., etc. Moi, j'ai lu nulle part qu'un thème ne pouvait pas tomber deux fois. On sait bien qu'il y a des thèmes qui sont tombés plus de deux fois d'affilée. On a même eu certains thèmes qui sont tombés trois fois d'affilée, notamment le coup cible. Voilà pourquoi on a eu donc voilà, il y a eu plusieurs thèmes qui sont tombés deux ou trois fois d'affilée. Ça peut tomber. Est-ce que le coup cible peut tomber? Alors, le coup cible, c'est une vieille méthode, hein. C'est un peu archaïque. C'est déjà tombé plusieurs fois. Ça va être trois ou quatre fois de mémoire. Est-ce que ça peut retomber? Ça peut retomber, mais je ne l'ai pas mis dans mes thèmes majeurs, mais ça peut retomber. Ça a plus de chances de tomber, si vous voulez, que l'ordonnancement, voire même ouais, que l'ordonnancement. Que l'ordonnancement, ouais. Monsieur, monsieur, si on fait tous vos sujets, on peut voir combien vous pensez. Si vous faites tous mes sujets, si vous les faites et vous les maîtrisez, 12, 10 à 12, minimum. 10 minimum, 12 normalement. Parce qu'après, comment dirais-je, je ne suis pas à l'abri que vous ayez un coup de panique au dernier moment. Si vous êtes serein, 12. Si vous êtes un peu moins serein, 10. Si vous faites tous les sujets sur le seuil de rentabilité, tous les sujets sur Wilson, et mes sujets, je dirais 14, 13, 14.
14. Après, c'est compliqué d'aller plus haut, hein. Vous ça connaissez la moyenne, hein. Mais j'ai confiance en mes sujets. Pour les avoir testés, euh, la meilleure façon que je puisse vous dire, c'est que les étudiants qui ont suivi mes sujets, mes pronostics, ils sont arrivés au dernier sujet en étant plus à l'aise. Oui, moi, je vais le faire. Donc, ils sont arrivés dans le dernier sujet en étant plus à l'aise, et ce qui veut dire que je les ai amenés où je voulais les amener. Donc, si vous respectez aussi l'ordre, je n'ai pas fait l'ordre que j'ai mis dans les sujets a un sens précis. Il y avait aussi même ça. Euh, pour répondre de nouveau, parce que a priori, je suis parti dans toutes les questions, ça a été un peu brouillon. Je vois comme premier thème, je répète, le seuil de rentabilité avec le risque d'exploitation qui pourrait se terminer avec une loi normale, la probabilité d'atteindre le bénéfice ou d'atteindre le seuil de rentabilité, de ne pas avoir de bénéfice, d'atteindre tel résultat. Euh, je réponds à votre question après, Nadine. On peut avoir également, euh, on aurait un deuxième thème, la gestion des stocks, sur la méthode de Wilson. Soit on vous donne un calcul, un nombre de commandes actuelles ou une quantité qu'on commande actuellement. On vous demande si c'est l'optimal ou pas. Donc, il va falloir calculer euh, comme ça s'appelle, possession et passation et vérifier s'ils sont identiques et d'en faire le commentaire. Et après, calculer Wilson par coût de possession, coût de passation et achat, et en faire la dérivée pour trouver l'optimal et voir l'économie éventuellement qu'on peut générer. Il peut avoir à la suite de ceci une loi normale pour vérifier s'il n'y a pas une rupture de stock. Je vois plus une loi normale pour vérifier qu'il n'y a pas de rupture de stock qu'un calcul de pénurie. Calcul de pénurie, quand c'est tombé une fois, ça fait mal, très très mal aux étudiants. Voilà, on a eu des consignes, c'est de plus mettre de sujets sur la pénurie. Par contre, on, on peut vous dire, on peut vous poser une question non calculatoire sur la pénurie. Ce sont deux choses différentes. Euh, Ça, c'est le deuxième thème. On peut terminer sur la normale que je disais sur la pénurie. Troisième thème, que je voulais mettre en quatrième, et je l'ai cité plus tôt, eu égard aux questions, la méthode ABC, le calcul de coût complet par la méthode ABC. Je rappelle qu'il faut commencer par regrouper les inducteurs communs avant de faire calcul du coût de l'inducteur. Ou sinon, on a deux calculs de coût, on passe de la méthode des centres d'analyse, dite traditionnelle, à la méthode ABC. Et quatrième thème que j'ai mis moi, comme étant le thème que je voyais, j'ai mis en quatrième thème, et après, je n'ai pas eu le temps de dire d'autres thèmes, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Moi, je voyais en quatrième thème les écarts. En termes d'écart, celui que je vois le plus probable de tomber, c'est les écarts sur marge, évidemment à décomposer, ou éventuellement, ce n'est pas un écart sur marge, c'est un écart sur coût. Ce que j'ai dit également, c'est qu'il faut commenter. Même si vous avez faux, il faut arriver jusqu'à la question de commentaire et commenter. Évidemment, vous ne pouvez pas faire de commentaire si vous n'avez aucune réponse avant. Vous ne pouvez pas commenter rien. Commenter le vide, c'est le néant, ça vaut zéro. Il ne faut pas prendre les correcteurs pour des abrutis, hein. Donc, si vous avez peu de possibilités, j'ai vu, je vais y arriver. Si vous avez peu de connaissances, vaut mieux au moins tenter les questions pour arriver jusqu'aux commentaires et prendre les points des commentaires. Alors, je réponds avant d'arriver. Sur chaque dossier, il y a 4 dossiers. Chaque dossier seront notés de 4 à 6, maximum. Normalement, même c'est de 4,5 à 5,5. Il y a peu tendance à avoir des sujets de 6 points. Donc de 4,5 à 5,5 normalement. Doivent tous avoir le même poids théoriquement. Alors, est-ce qu'on peut avoir la gestion des ventes, les budgets des ventes? On peut avoir les budgets des ventes. Si on a le budget des ventes, on a tendance, alors moi pour ne pas pénaliser les étudiants. Alors, j'ai vu aussi beaucoup d'échanges sur les groupes qui ont été mis en place par Fishben, beaucoup d'échanges sur comment on le fait avec la machine à calculer. Évidemment, on ne va pas vous demander de le faire de façon chronophage, à faire tous les tableaux. C'est trop long et vous n'aurez jamais le temps. C'est plus ça qui nous intéresse en DCG, et tant mieux. Et Dieu merci à ce niveau-là. Et comme tout le monde n'a pas tous la même machine et qu'on n'a pas tous des machines performantes, moi, je pense que s'il y a des prévisions des ventes, vous aurez deux ou trois
fonction de prévision des ventes. Linéaire, exponentielle, logarithmique, on aurait deux ou trois, ou quatre même. Et pour chacune d'elles, vous auriez le coefficient de corrélation. Et eu égard au coefficient de corrélation, vous devez vous positionner sur le meilleur ajustement. Et sur cette meilleure façon d'approcher les ventes, on vous demandera de faire des prévisions des ventes. Cette approche-là est plus proche de ce qu'on doit voir maintenant. Tout simplement parce que on ne peut pas vous demander de faire tout un tableau, et on ne peut pas vous demander non plus, on ne peut pas pénaliser un étudiant qui n'a pas de machine qui permet de le faire. D'accord? Je vous rappelle également que vous devez arriver à l'examen, vous devez arriver à l'examen avec une machine programmable. Elle doit être à l'examen, vous devez arriver sans mode examen et vous devez la mettre en mode examen devant le jury. Si elle est déjà avec le mode examen, certaines machines, on ne peut pas retirer le mode examen sans la relier à un ordinateur. Si vous êtes incapable de retirer le mode examen pour repasser après en mode examen, dans ce cas-là, normalement, le jury doit vous retirer la machine à calculer. On ne peut pas arriver avec le mode examen parce que c'est trop facile de tricher avec le mode examen. Il suffit de rentrer des formules en mode examen et elles ne s'effacent pas. Donc le jury connaît très bien ça, les surveillants connaissent très bien ça, et ne laisseront jamais passer, normalement, un étudiant qui arrive avec une machine à calculer déjà en mode examen. Donc je sais que vous n'avez pas pensé, je sais que vous êtes tout honnête, transparent et, et bien. On ne sait jamais, si vous avez un camarade proche de vous qui veut jouer à ce jeu-là, il faut lui dire qu'il va perdre. Il va vraiment perdre. C'est-à-dire qu'il va faire l'épreuve sans machine à calculer. Et c'est très compliqué. Déjà, avec une machine à calculer, c'est loin d'être simple. Sans machine, je pense pas qu'il puisse arriver à faire quelque chose de correct. Donc, voilà. Euh, Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous êtes en DCG, troisième année, normalement, notamment si vous suivez le contrôle de gestion, soit parce que vous avez échoué, soit parce que c'est la première fois que vous le passez. Vous devez normalement terminer le DCG cette année. Quand vous êtes en contrôle de gestion, normalement, vous terminez cette année. Et en 2023, le responsable de Fitchben m'a contacté, ça fait plusieurs années que je travaille pour Fitchben. Il me dit, est-ce que tu es prêt à tenter un challenge avec moi? C'est-à-dire préparer les étudiants qui ont le DCG à gagner une année de DSCG, c'est-à-dire préparer les étudiants à l'UE3 du DSCG, lieu de management des contrôles de gestion. Je lui ai dit, laissez-moi un instant de réflexion, je vais voir ça. Je l'ai recontacté, je dis oui, pourquoi pas, mais il me faut un binôme, parce que moi, je ne fais pas le management. Il m'a donné le nom du binôme, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années dans un autre centre de formation. On était ensemble les deux, auquel on n'y est plus les deux là-bas pour les mêmes raisons. Donc, Monsieur Fartouk et Jonathan Fartouk. Et je lui dis, OK, avec lui, je fais. Et donc, je ne pensais pas qu'on aurait des taux de réussite aussi élevés que ça. Donc, Jonathan, qui est, comment dirais-je, plus besogneux que moi, a commencé au mois de juillet. Moi, j'avais besoin de mes vacances. Donc, j'ai commencé à intervenir fin août. Je ne pouvais pas avant. J'avais besoin de partir me reposer, prendre du soleil, recharger toutes mes batteries. Elles étaient vraiment, j'étais vraiment fatigué. J'en ai toujours besoin. En juillet, je fais un break. Et quels que soient les étudiants, j'arrête. Je suis des DSCG, j'arrête le 12 juillet. Les deux dernières semaines, je ne les fais pas non plus. Voilà, j'ai un remplaçant, moi, je ne peux pas les faire. Et ceux qui nous ont suivis, alors j'ai donné un taux tout à l'heure, mais c'est le même. Je pense qu'on a 85% des étudiants, au minimum, qui ont validé l'UE de contrôle, gestion et management, management, contrôle, gestion, UE3 du DSCG. Donc, ils ont gagné une année, parce qu'ils ont validé d'autres UE. Donc, euh, j'y crois réellement. Oui, il y aura les coûts variables. Il y aura les coûts variables, j'en suis sûr et certain. La gestion de la production, ça peut être le cinquième thème. Donc moi, j'ai pas encore cité le cinquième thème parce que j'arrête pas de répondre à des questions, à parler d'autre chose. Oui, dans le cinquième thème, je verrai le, comment ça s'appelle, le goût d'étranglement
et la programmation linéaire, donc la gestion de la production. Je vois ça en cinquième thème. Soit donc c'est-à-dire le facteur rare, soit le facteur rare sur on appelle plusieurs produits et un facteur rare. C'est-à-dire que vous devez calculer quel est euh, le produit qui dégage la marge covariable la plus élevée au facteur rare et produire selon la demande pour chacun d'eux, selon la possibilité qu'on a de production, ou sinon une représentation graphique. Donc voilà. Et je vous rappelle également, pour finir, sur la gestion de la production, donc le principe du facteur rare, lorsqu'on vous demande de faire une représentation graphique, si vous répondez sur votre copie, comme certains ont pu apprendre en cours, vous faites une réponse par le principe de la méthode des sommets, alors que calculer la solution pour tous les sommets possibles de la zone d'acceptabilité, le jury est en droit de vous accorder aucun point, car on vous a demandé la méthode graphique. C'est-à-dire que la méthode graphique, vous devez lire sur le graphique et dire quelles sont les deux contraintes qui limitent ma production. D'accord? Vous devez poser le système des deux contraintes qui limitent la production. Après, soit vous n'avez pas de machine qui résout ceci, vous donc faites à la main sur votre copie. On admet que vous mettiez la solution directement à l'aide du solver de votre machine à calculer. Alors, il y a deux choses que je réponds. Je ne sais pas qui c'est, Lichirise. Euh, alors, il y a deux choses. Soit vous avez plusieurs contraintes. Si vous avez plusieurs contraintes, c'est graphiquement qu'on résout. Si vous avez une seule contrainte qui limite ma production, dans ce cas-là, c'est pas. Donc, tous ce sont des facteurs rares, hein. Quand on a des contraintes, c'est un facteur rare. Quand on a des heures de main-d'œuvre dans un atelier, c'est un facteur rare. Mes heures ne sont pas limitées. Quand on a une matière première et on a une quantité disponible, c'est un facteur rare. Quand on a des ouvriers, on a des heures de travail des ouvriers, c'est un facteur rare. Ils peuvent pas faire une multitude d'odeurs. Donc, tout ceci, ce sont des facteurs rares. Lorsque mes facteurs rares me permettent de faire la production, donc il n'y a aucun souci. Ils ne limitent pas ma production, ils ne limitent pas à vendre à hauteur de la demande. Par contre, si j'ai une contrainte qui me limite, une seule et unique contrainte qui me limite dans ma production, dans ce cas, je dois faire, mathématiquement parlant, calculer pour chacun de mes éléments de production quelle est la marge sur coût variable par facteur rare, ça vient marge sur coût variable divisé par la quantité que vous utilisez. Ce qui est sûr et certain, on va faire de la façon la plus basique, si vous voulez. Si vous n'avez que deux produits, ça sera graphiquement. Il n'y a pas de choix. Il y aura par contre plusieurs contraintes. Si vous avez trois produits et plusieurs contraintes, il est fort à penser qu'on vous dira un certain nombre, un produit parmi tant d'autres, vous allez faire une certaine production. Et le reste, vous allez retirer sa production pour faire le reste du graphique. Si vous avez plus de trois produits, et normalement une contrainte, là, ça sera le principe du facteur rare, et vous utiliserez la marge aux variables par unité de facteur rare. Alors, ce n'est pas des droites verticales ou horizontales, ce sont des droites verticales. Celle qui sera en verticale, horizontale, ce sont les demandes. Celle qui est horizontale, c'est celle qui limite la vente de leurs données. Et celle qui est verticale, c'est celle qui limite les ventes de l'abscisse. Je pense avoir répondu à votre question sur le principe du facteur rare. Et donc, je répète que j'avais dit que quatre thèmes. Le cinquième thème, pour moi, c'était la prévision, enfin, le, les prévisions des ventes et donc la droite d'ajustement. Je m'y perds, excusez-moi. Ce que je voyais en cinquième thème, c'est soit le principe du facteur rare, soit le principe du goulot d'étranglement. Ça, c'est mon cinquième thème que je vois. Après, voilà,
Ce qui est important, c'est que vous connaissiez les commentaires types. Est-ce que la masse salariale peut tomber? J'en avais eu cette question. Oui, la masse salariale peut tomber. La masse salariale, si elle tombe, alors est-ce qu'on peut vous demander de calculer, de faire un tableau pour mettre en avant, lorsqu'on compare l'évolution de la masse salariale entre 2 années, de mettre en avant l'effet de salaire, l'effet d'effectif et l'effet de structure? J'y crois pas. Parce que tout simplement, calculer les masses fictives A et B, c'est long. La dernière fois où c'est tombé, on vous les donnait. Par contre, il faut savoir faire le tableau des indices pour savoir faire les prévisions des masses salariales les années suivantes. La masse salariale peut tomber. Alors, il y a deux questions. Lequel de vos sujets ressemble le plus au pronostic? Le sujet 3. euh, alors, le sujet 4 reprend les écarts sur marge. Le sujet 1 reprend le facteur rare et le seuil de rentabilité. Et là, j'ai un doute entre le 2 et le 3 pour Wilson. Ils ont été un peu éparpillés. Le seul qui reprenait les écarts sur marge, c'était le 4, avec un peu de vis. Le goulot d'étranglement, c'est le facteur rare. C'est ce qui me limite dans ma production. Par exemple, vous devez produire des planches de bois, et ce qui vous limite dans la production, c'est la capacité de votre atelier de faire des planches de bois. C'est un goulot d'étranglement. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la capacité que vous donne votre atelier, ce qu'on appelle aussi un goulet d'étranglement. Regardez, par exemple, vous avez une production, c'est un entonnoir. Ça vous étrangle, vous ne pouvez plus le faire. Vous êtes étranglé, on ne peut pas aller au-delà. Ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Et on n'a plus rien pour produire. C'est ce qu'on appelle le goulet d'étranglement. Euh, comment prendre le plus de points? Alors, j'ai répondu à cette question. Comment prendre le plus de points? On va y répondre de nouveau. Commencez par le thème que vous maîtrisez. Il est inconcevable, et je passe mes mots, d'aller passer l'épreuve sans maîtriser au moins les coûts partiels, c'est-à-dire le seuil de rentabilité, et sans maîtriser également Wilson et sans maîtriser la méthode ABC. Parce que ces trois-là, pour moi, vont tomber. Si vous maîtrisez ceci et vous regardez les lives que j'ai pu faire, les cours que j'ai pu faire sur les commentaires types, donc j'ai le responsable de Fishben, c'est très bien que maintenant en contrôle de gestion, il y a, allez, on peut prendre 7 points sur les commentaires. Donc il a souhaité, on a vu ensemble, et j'étais d'accord avec son point de vue, que je fasse des petites vidéos sur les commentaires types, les mots types, les valeurs qu'on veut voir pour avoir des points. En disant, je veux absolument que ceux qui suivent ceci aient tous un bagage pour avoir 7 points. Après, le reste, il faut aller voir des points à droite, à gauche. Mais pour faire le commentaire type, il faut arriver là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un commentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, d'analyser un résultat si vous n'êtes pas arrivé au résultat. Il faut au moins que vous fassiez en sorte d'y arriver. Idéalement bon, mais si vous avez faux, il y a peut-être quelques petits points sur la démarche que vous pouvez avoir. Vous allez prendre les points des commentaires. Si vous avez 7 points sur les commentaires et vous avez arrivé à avoir un ou deux points à droite ou plus, ça fait 8, 9. Moi, je répète, hein, j'ai un étudiant qui était extrêmement mauvais en contrôle de gestion il y a maintenant 2 ans. Il se disait, je n'aurai jamais cette matière, Monsieur Martinez. Je lui dis, si, je vous promets pas la moyenne, hein, ça va être très compliqué, mais je vous promets que la moyenne, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir un 7-8, vous ne serez jamais éliminé. Si vous apprenez, alors, il a eu plus de temps que vous, je l'ai eu pendant toute une année, si vous apprenez par cœur tous les commentaires, mes commentaires types, vous, ce que vous devez faire, c'est les apprendre. Ça s'apprend, on peut tous apprendre des choses, hein. Je dis pas
comprendre tous les sens, mais l'apprendre, c'est à part de tout le monde. On a appris des poésies, et aujourd'hui, les poésies, vous les connaissez encore par cœur. Maître Corbeau, on la connaît par cœur, Maître Corbeau encore. Et c'est vieux, hein, on l'a pas récité depuis. On pouvait apprendre par cœur mes commentaires. Ces commentaires vous garantissent 7 points. Allez, vous êtes un peu trompé? 6 points. Ce qui est valorisant, ce n'est pas. Ce qui valorise, c'est le commentaire plutôt. Ce n'est pas commenter les bons résultats. Évidemment, commenter les bons résultats, ça fait tous les points. Mais vous commentez la bonne réponse, vous commentez correctement avec les mots qu'on veut, vous avez les points. Alors, peut-on faire l'impasse sur la loi Poisson et binomiale? Alors, loi de Poisson, c'est la probabilité du facteur rare. La loi de Poisson est tombée une seule fois. Eh bien, on va encore attendre quelques années avant que ça retombe. Je pense que j'aurai les cheveux plus que blancs. Donc, la loi de Poisson, je la mets aux oubliettes. Alors, certains vont pas être contents de ce que je vais dire. La loi de Poisson, c'est comme si je dis à mes étudiants, cette année, comme j'ai dit l'an dernier, la loi de Poisson a autant de chances de tomber que le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc, ça ne tombera pas. Je l'ai dit en début d'année, et je continue à dire que voilà. Donc, je sais que je vais faire des ennemis, il y en a qui sont fans du PSG, mais c'est mon meilleur commentaire que j'ai pour dire aux étudiants, n'y allez pas. Je continue sur la loi binomiale. La loi binomiale aurait dû tomber déjà. On aurait dû l'avoir, la loi binomiale, parce qu'elle est importante, la loi binomiale. Mais on a tendance à faire la loi normale. Et donc, de faire une transformation de la loi binomiale vers la loi normale, un peu complexe. Parce qu'ils veulent plus qu'on fasse de transformation. Ils veulent plus. Loi binomiale toute seule, allez, si on a une loi qui tombe, 90% pour la loi de normale, 9% pour la loi binomiale et 1% pour la loi de Poisson. Le PSG gagnera la Ligue des Champions. Sûr, en 2182. Je serais plus là déjà. Comment orienter et rédiger notre commentaire si on a un doute sur notre résultat et qu'on n'a pas le temps de revenir dessus? Alors, Blaugrana. Blaugrana, je vais répondre déjà à un élément que vous ne me posez pas. Si vous pensez avoir une erreur sur vos résultats, revenir dessus, c'est très compliqué. Parce que revenir dessus, ça veut dire qu'il faut être sûr et certain que vous ferez mieux. Et c'est rare. Le nombre d'étudiants que j'ai eus qui ont fait quelque chose et qui m'appellent après, Monsieur Martinez, je suis content, j'ai fait cette modification, mais là, c'est bon, je suis fier de moi. Et j'aurais demandé ce que vous avez fait avant. Il me dit, j'ai fait ça. J'ai dit, mais dommage, vous avez changé pour faux. Plus on avance, moins on est lucide. Moins on est lucide, moins on peut voir les maladresses. Donc, faites très, très, très attention avant de changer. Comment je peux faire? Maintenant, je reviens à votre question. Pour commenter, si jamais je sais que j'ai faux, et je commente quand même. Alors, si vous êtes sûr et certain d'avoir faux, vous pouvez commencer à commenter en disant, au regard du temps, je n'aurai pas, je ne peux pas revenir sur mes résultats. Je sais qu'il y a une maladresse que j'ai commise, mais je vais commenter mes résultats comme si c'était bon. Il faut être sûr et certain que vous avez une maladresse. Moi, j'aurais commenté comme ceci. Je répète, Blaugrana. Blaugrana, vous êtes fan du Barça? Les points, on les a dans le commentaire si le commentaire répond aux attentes qu'on veut. Pas simplement en commentant les bons résultats. Si vous avez les mots-clés qu'on a vus, que je vous ai mis dans mes vidéos, si vous reprenez ces éléments-là, vous avez les points des commentaires. Tout simplement. Il y a des commentaires types que j'ai faits. Si vous faites ces commentaires types, vous avez les points. À quoi ressemble une copie ayant 6? Moi, je peux vous dire à quoi ressemble une copie qui a 8 au moins. Une copie qui a 8 au moins répond aux questions qui vont jusqu'au chaque commentaire et commente. Il a 8 au moins. Je ne sais pas comment faire pour avoir 6. Je sais comment faire pour avoir 8.
J'espère vous avoir répondu à votre question. Euh, de rien. Je ne sais pas comment faire pour avoir 6. Je sais comment faire pour avoir 8. Alors, quand je réponds comment faire pour avoir 8, je réponds comment faire pour avoir 6. Par contre, je sais comment faire pour avoir une mauvaise note. Le candidat qui commence une question, qui n'est pas sûr de lui, il arrête, il passe à un deuxième dossier, il arrête, il passe à un troisième, il arrête tout. Voilà. Ça, c'est le candidat qui ne peut pas avoir de points. Mais vous avez beau mettre n'importe quel formateur en face, il n'est pas sauvable. Si vous faites les questions et vous répondez aux commentaires, vous aurez les points. Si vous apprenez le seuil de rentabilité, si vous apprenez la formule de Wilson, si vous apprenez la loi normale et les commentaires qu'on a vus, les mots-clés, vous aurez la moyenne, plus de la moyenne. On en pourra tous en reparler après, il n'y a pas de souci. Comment faire pour avoir 8? Pour avoir 8, il faut déjà savoir gérer son temps. D'accord? Mettre un temps sur chaque dossier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas revenir sur cette partie-là. Donc, savoir gérer ce temps-là. Une fois que vous savez gérer ce temps, vous devez répondre à toutes les questions calculatoires. Évidemment, en essayant d'avoir bon. Hein. Ne bâclez pas cette partie-là. Ça se verra que vous avez bâclé. Vous cherchez les points des commentaires. Le jury est assez malin pour le voir quand même. Il ne faut pas prendre le jury pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, essayez de le faire le plus proprement possible et le plus professionnel possible. Et après, prenez les points des commentaires. Une fois que vous avez pris les points des commentaires, vous avez 8. Alors, on a un barème fixe, Moujahid. Mais après, on a la possibilité d'attribuer des points en plus sur certaines questions. On a une possibilité d'attribuer des points en plus sur une question. On n'a pas une latitude énorme. De toute façon, les points en plus qu'on peut accorder, il faut être en harmonie avec le binôme. Si le binôme est d'accord, il y a pas de problème. On ne peut pas, comment dirais-je, une question qui vaut 3 points sur 100, on ne pourra pas mettre 4. Hein. Mais le candidat qui a eu 2 et qui a répondu, qui, d'après le barème, valait 2, mais dans une question, il était un peu limite, on n'a pas pu mettre 2 points. Mais là, voilà, on s'est dit, c'est bon, il faut compenser, on peut lui mettre de 25, 2,5. Tant qu'on ne dépasse pas, parce que sinon ça saute, on ne peut pas mettre plus que les points qui sont accordés à chaque thématique, mais on peut être plus indulgent que ce qui est demandé. Parce qu'on a vu que le candidat a été toujours un peu juste en dessous et qu'on s'est dit, c'est bon, au bout d'un moment, il faut qu'on lui fasse passer le cap. Donc, on a une petite possibilité de faire varier les notes. Et il a été vu hein, sur des copies identiques, tests, que les notes variaient entre chaque correcteur. Il y a une variation de notes parce que l'indulgence des uns et des autres, c'est possible. Mais celui qui est indulgent dans une copie est moins indulgent dans l'autre. Voilà, il n'y a pas de gens qui sont favorisés en soi. Simplement d'avoir la chance que sur ce thème-là, un formateur est plus indulgent qu'un autre. Mais on a une possibilité, on a une vraie possibilité. D'où l'intérêt si vous faites partie, Moujahid, je ne sais pas, des étudiants qui visent le 10 avec les points, avec les commentaires, mettez un maximum de commentaires. Pour le seuil de rentabilité, il faut savoir commenter qu'est-ce que, comment ça s'appelle, levier opérationnel, donner un exemple de hausse de prix, de baisse de prix, et indiquer à quel moment on peut utiliser le levier opérationnel, parler de la profitabilité, indiquer à quoi correspond la profitabilité, parler du risque d'exploitation, le point mort, l'intérêt de ce point mort en pourcentage, en valeur. Lorsqu'on a plusieurs produits et qu'on a le seuil de rentabilité, veut dire que si c'est valable, que si les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que X produit de l'un pour X produit de l'autre, la méthode ABC, la critique, c'est le choix des inducteurs qui ne sont pas volumiques.
la multitude d'inducteurs qui n'améliorent en rien le résultat, mais rend le calcul chronophage. Le résultat, il faut calculer le pourcentage de résultat par rapport au chiffre d'affaires. Si un comparatif avec le seuil de rentabilité, avec la méthode des centres d'analyse, dire pourquoi et retrouver chaque élément qui ont fait que la méthode des inducteurs ont fait baisser les coûts ou augmenter le coût, avec une proportion de chacun d'eux. Donc ça, vous devez faire le calcul à l'aide des activités qui ont été issues de chaque centre d'analyse. Mais ça, Maud, c'est super long à faire en 3 minutes ou en 5 minutes. Mais vous avez une vidéo qui explique tout ça, Maud, hein. Revoyez une vidéo sur la méthode ABC. Tout a été dit. Je crois que la vidéo fait un quart d'heure, 20 minutes, avec le commentaire, ou une demi-heure, je ne sais pas plus. Mais ça a été fait, hein. Surtout, ok. Surtout, ce que je dois vous dire, c'est que vous avez 4 heures. Ne partez pas au bout de 2 heures, hein, ça ne sert à rien. Alors, mon prof a comme prono ABC, on l'a dit. Coût spécifique, c'est la suite de ceux de rentabilité, c'est possible, mais j'y crois un peu moins. Variable, c'est vu. Budget des ventes, j'y crois pas. Possible, je ne l'ai pas mis. Échantillonnage, possible. Par contre, moi, Wilson, je vois. Moi, Wilson, je le vois vraiment. Wilson, je le vois vraiment. Après, voilà, moi, je vois les écarts, elle ne voit pas les écarts. On en a deux identiques seulement. Et c'est bizarre, elle ne parle pas de la loi normale, alors que la loi normale est une tendance qui se dessine de plus en plus depuis la réforme du DCG. Après, voilà, elle a peut-être des informations que j'ai pas. Comme j'ai dit tout à l'heure en compta pro, je n'ai pas de, de personne qui me donne l'information. Je fais mes pronostics par rapport à ce que je sens, par à ce que je vois, par rapport à des importances que j'estime. J'en parle à des personnes que je connais, des formateurs évidemment. Ils me disent oui, non, pourquoi pas. Et voilà, après, eux me disent ce qu'ils pensent. Et voilà, une synthèse est faite. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Ce qui est sûr et certain, c'est mes pronostics ne sont pas le sujet de fin. Le sujet que vous allez avoir n'est pas, je ne l'ai pas vu, pour être plus précis, je n'ai pas vu le sujet. Et voilà, je n'ai pas lu le sujet, je dis voilà le pronostic, hein, je fais un pronostic sans lire le sujet. Je n'ai pas le sujet. Et sinon, j'aurais lu le sujet avant, je n'aurais fait aucun pronostic parce que je n'aurais pas le droit de le faire. C'est une déontologie auquel je ne me permettrai pas de faire une entorse. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que euh, enfin, les résultats dépendent que de vous, de vos investissements. Euh, Rien n'est perdu. J'ai déjà vu des miracles de fin. Je rappelle, j'avais un candidat qui avait jamais, je pense qu'il avait jamais dépassé le 3 ou 4 avec moi. Il n'a jamais voulu faire de commentaires parce qu'il avait, il était persuadé de ses faux résultats. Il a finalement, il a finalement eu 9. Je lui avais dit, vous auriez 7. Il a eu 9, il était au-delà de ce que je pensais. Voilà, apprenez les commentaires, vous aurez 8, 9. Merci Maude. On se reparlera peut-être si vous faites le DSCG en session intensive entre juillet et septembre. Vous me direz, monsieur Martinet, vous avez eu bon encore. J'ai mis 5 thèmes, hein. Je n'ai pas mis 4, j'en ai mis 5. Vous avez bon dans les 5 thèmes, il y en a 4 qui sont tombés. C'est ce que je pense. Je pense quand même que c'est les 4 premiers. J'en ai rajouté un cinquième, mais je pense que les 4 premiers devraient être bons. Ouais, je n'ai pas dit 50 thèmes, hein. D'autres formateurs vous donnent 5, 6 thèmes. Je dis 4 thèmes et j'ai rajouté un cinquième éventuellement. J'étais restreint dans mes choix. Voilà. Je compte sur vous pour réussir et que ce live vous a été profitable. Travaillez jusqu'au dernier moment. Après, je peux pas vous dire d'aller faire mes sujets. J'ai essayé 3 sujets qui étaient importants. Je peux me tromper entre l'un et l'autre. Voilà, c'est un budget, ouais, c'est 20 euros.
Je sais pas, je pense que c'est bien, mais je ne suis pas obligé à le faire. Euh, Comment aborder ces 2 dernières semaines de révision? Alors moi, je révise, je réviserai un matin un thème, l'après-midi un autre thème, enfin une matière, l'après-midi une autre matière. Je sais pas combien de matières vous avez. Ne pas faire 8 heures d'une même matière, c'est invivable. Et ce, jusqu'à 2 jours avant la première épreuve. Quand vous arrivez à une épreuve, vous ne consacrez qu'à cette épreuve-là. Et vous continuez comme ça. On ne peut pas réviser tous les thèmes jusqu'au dernier moment. Tous les thèmes, vous les révisez. Si vous avez deux UE, trois UE, quatre UE, faites 2 jours l'un, 2 jours l'autre, et vous vous arrêtez 2 jours avant l'épreuve, la première épreuve, et là vous vous focalisez les 2 derniers jours que à l'épreuve que vous avez passée, et constamment la même chose. Voilà, j'espère avoir été efficace. Je crois en vous, et un dernier, ça a été profitable pour ceux qui m'ont écouté. Euh, J'espère que ça sera encore profitable pour vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et bien à très bientôt. Et bon courage à vous et gardez le cap et travaillez les 4 heures. Ne partez pas avant la fin. Ne partez pas avant la fin, s'il vous plaît. Restez les 4 heures. Allez, bon courage à vous tous et à très bientôt, j'espère, pour le DSCG.